11 conseils pour lancer ton activité d'entrepreneur en évitant les écueils juridiques. C'est parti. Bonjour à toi et bienvenue dans ta minute juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le volet droit des affaires et plus exactement sur les entrepreneurs qui lancent leur activité. Alors si tu en es là, déjà félicitations à toi, c'est un moment excitant, effectivement c'est passionnant et ça demande du courage et en même temps l'idée est d'éviter le parcours semé d'embûches. Dans cette vidéo, je vais te donner 11 conseils qui répondent à 11 erreurs juridiques souvent commises par les entrepreneurs. En tout cas, c'est celles qui reviennent le plus dans mon activité. Le premier conseil va s'adresser aux entrepreneurs qui étaient salariés avant de débuter leur activité. Et je vais vous inviter dès à présent à regarder s'il y avait une clause de non-concurrence dans votre contrat. Cette clause peut vous interdire de travailler dans le même secteur d'activité, à proximité géographique de votre ancien employeur, pendant une période donnée. Lorsque vous avez été salarié, vous avez été rémunéré pour ça, c'est-à-dire pour appliquer cette clause. Et si vous ne le faites pas, eh bien pour le coup, il peut y avoir des sanctions financières, mais en plus, ça pourra impacter votre nouvelle activité parce que votre ancien employeur pourrait vous demander d'arrêter votre activité alors que vous venez juste de la commencer, ce serait dommage. Si vous êtes concerné, je vous invite à consulter un avocat ou en tout cas à vous renseigner. Vous vous doutez bien que là je reste dans les grandes lignes, mais c'est vraiment un point à surveiller. Deuxième écueil, ce sont les CGV ou en tout cas les contrats qui viennent encadrer vos relations avec vos clients. Elles précisent ce que vous vendez, donc les produits ou les prestations, les tarifs, les modalités de vente et ce qui se passe en cas de litige. Et c'est un gage de sérieux. Ça vous permet également d'éviter un SAV compliqué et chargé. Et surtout, c'est une obligation légale, surtout si la vente se passe à distance en ligne. Vous avez toute une série d'informations à bien insérer dans vos CGV, donc je vous invite à y prêter grandement attention. Faites bien attention aux modèles de CGV. Pourquoi ? Parce que souvent, elles ne sont pas compatibles avec votre activité, elles ne sont pas compatibles avec votre manière d'exercer et puis parfois, elles sont mal rédigées tout simplement. Les risques, ce sont les litiges commerciaux, des amendes également par la DGCCRF, mais également des sanctions juridiques pour non-respect des règles de vente. Troisième conseil, la concurrence déloyale. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en tant qu'entrepreneur et c'est valable également pour vos concurrents. Il y a des règles à respecter. Il s'agit notamment de règles éthiques mais également juridiques. Si vous avez des collaborateurs, des freelances ou des salariés, bien entendu, c'est valable pour vous mais également pour chaque personne qui travaille pour votre compte. Vous êtes donc tenu de vérifier que ces règles sont bien respectées. Dans la concurrence déloyale, il y a le dénigrement. Il s'agit de diffuser des informations fausses ou exagérées sur un concurrent afin de ternir son image. Il s'agit là de ne pas franchir la ligne entre une critique fondée et une dénonciation infondée, c'est-à-dire un dénigrement injustifié. Et effectivement, c'est une limite à la liberté d'expression. Plus exactement, ça vient la nuancer, afin d'encadrer les relations commerciales et d'éviter tout abus de droit. Le dénigrement se rapproche également de la diffamation, sauf que la diffamation c'est sous l'angle pénal, alors que le dénigrement c'est sous l'angle commercial. Toujours dans la concurrence déloyale, vous avez la confusion. Là, il s'agit d'utiliser des logos, des images, le code couleur, ça s'appelle la charte graphique en fait, des slogans, le type de structure d'un site internet, un nom de marque qui est similaire à celui de votre concurrent. Et tout ça dans le but de créer la confusion dans l'esprit du consommateur et que du coup, il ne sait pas s'il s'adresse à vous ou à votre concurrent. Et du coup, ça fait des détournements de clientèle. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire, mais sachez que vos concurrents n'ont pas le droit de le faire non plus. Donc si vous l'observez, vous avez des recours qui sont possibles. Toujours dans la concurrence déloyale, on va sur l'axe du parasitisme cette fois-ci. Il s'agit de profiter de la réputation et du travail de votre concurrent. Bien entendu, sans apporter de valeur ajoutée. Ça se produit notamment quand vous faites des copier-coller d'idées, que vous proposez le même service ou le même produit qu'un produit qui est déjà existant sans apporter d'éléments substantiels en plus. Bon, en gros, c'est de tirer profit sans investir de manière significative dans l'innovation ou la création. Toujours dans la concurrence déloyale, vous avez la désorganisation. Et là, il s'agit de perturber délibérément le fonctionnement d'un concurrent, en l'empêchant de travailler normalement, dans le but de prendre sa place ou de nuire à son activité. Et souvent, c'est utilisé, il y a plutôt l'utilisation de procédés manipulatoires.
Il y a également le débauchage dans la concurrence déloyale. Il s'agit de tenter de récupérer des clients, des prestataires, des collaborateurs de vos concurrents en utilisant des pratiques manipulatrices. Bref, vous leur pompez tout leur travail, quoi. Ça inclut les propositions de tarifs plus bas, des promesses de conditions plus avantageuses ou des techniques d'approche qui peuvent être considérées comme agressives ou trompeuses pour détourner ces contacts et les ramener vers d'autres entreprises, notamment la vôtre. Si vous êtes auteur de concurrence déloyale ou que vous êtes victime de concurrence déloyale, il va falloir démontrer qu'il y a ces éléments qui sont constitués avec un préjudice et un lien de causalité. Alors bien entendu, il y a des risques d'amende, mais également d'indemnisation à hauteur des préjudices. Il peut y avoir également des interdictions de travailler ou de vendre certains produits. Ce serait quand même dommage d'investir autant de temps et d'énergie pour se retrouver face à ce genre de situation. 4e conseil, passant au contrat de confidentialité. Lorsque vous commencez un projet, vous faites appel à des prestataires. Et c'est là que ça peut être intéressant de mettre en place un contrat de confidentialité. Ça va vous permettre de protéger vos idées et vos projets avant d'entrer en commercialisation. Et ça va permettre d'éviter que vos prestataires ne les utilisent à leur propre profit ou ne les divulguent. Ce serait dommage que vos prestataires reprennent vos idées pour leur propre compte. C'est arrivé pour des questions d'influenceurs, notamment avec des entrepreneurs qui faisaient appel à des influenceurs pour pouvoir monter un projet. Et puis étant donné que les influenceurs avaient déjà toute la base de clientèle, etc., et finalement, tout leur travail a été pompé par les influenceurs. Et après, forcément, alors oui, il y a des recours derrière, mais ça nécessite de passer devant le tribunal. C'est une charge mentale, une charge énergétique et c'est une charge également financière, vous vous en doutez bien. Et très clairement, c'est du temps que vous n'êtes pas en train d'investir pour votre projet, c'est quand même dommage. Donc prenez vos précautions s'il vous plaît. 5e point, le choix de votre activité. Si vous êtes dans le cadre d'une société, c'est l'activité qui va être définie dans l'objet de vos statuts. Et si vous êtes entrepreneur, ça va être les activités que vous aurez sélectionnées au départ. Pourquoi ? Parce que le choix que vous aurez fait au début va encadrer les possibilités que vous aurez demain. C'est-à-dire que si vous choisissez de vendre tel produit et que derrière vous augmentez votre activité ou vous la modifiez, que vous l'agrandissez, il va falloir la signifier soit dans le cadre de vos statuts, soit dans le cadre de l'auto-entreprise pour augmenter les domaines d'activité dans lesquels vous intervenez. Ça vous permettra d'éviter des litiges fiscaux, mais également d'éviter des amendes si vous exercez une nouvelle activité qui n'est pas autorisée dans le cadre de votre activité actuelle. C'est là qu'un avocat peut être utile, je vous laisse apprécier. 7e conseil, attention aux pratiques agressives et trompeuses. Elles exercent une pression excessive sur le consommateur et c'est une limite à ne pas dépasser. Pourquoi ? Parce que ça les incite à acheter alors qu'ils ne sont pas informés de manière éclairée. Ça inclut les tactiques de vente sous contrainte, mais également les propositions qu'on peut qualifier de malhonnêtes. Et là, je fais surtout référence aux promotions. Notamment, si vous êtes en train de faire une promotion, comme si en fait elle existait, alors qu'en fait c'est le tarif de base en fait, où vous grossissez tout d'un coup les tarifs que vous pratiquiez usuellement. Donc normalement, par exemple, vous dites votre tarif usuel, il est de, 100 € et vous faites comme si c'était 200 € et vous passez à 100 €. Donc en fait, c'est une promotion qui est malhonnête parce qu'en fait, pour le coup, ça reflète pas ce que vous faites dans la réalité, tout simplement. Les risques, ce sont des amendes, des annulations de contrats et des restitutions de fonds, forcément, mais également des dommages d'intérêt. Ce serait dommage. Il est donc important de fournir des informations qui sont cohérentes, qui sont complètes et qui sont vérifiées et vérifiables à vos consommateurs. D'ailleurs, 8e conseil, qui va de pair avec le 7e, vous êtes tenu à un devoir d'information vis-à-vis de vos consommateurs. Ça signifie que vous devez leur signifier toutes les informations nécessaires avant qu'ils fassent leur choix. Et il vous est interdit d'induire vos clients en erreur ou de cacher des informations essentielles. Le risque, c'est l'annulation du contrat, mais également la restitution des sommes versées. Il peut y avoir également des dommages et intérêts et une amende, donc soyez bien transparent avec vos consommateurs. 9e conseil, le délai de rétractation. Si vous faites de la vente en ligne, à distance, ou qu'en tout cas, c'est pas sur votre lieu habituel de travail, vous rentrez dans les conditions de la vente à distance et donc du coup, le consommateur a le droit à
une rétractation dans un délai de 14 jours, soit à compter de la réception du bien, soit à compter de la signature du contrat. Ça veut dire que le consommateur peut se rétracter sans avoir à se justifier de quoi que ce soit. Bien entendu, à condition que le produit ne soit pas endommagé et que l'emballage d'origine soit intact. Bien entendu, il y a également des conditions dans lesquelles on peut déroger à cette situation, mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors oui, si le consommateur a décidé de ne pas attendre le délai de 14 jours pour pouvoir exécuter la prestation, forcément, ça veut dire qu'il a renoncé à son délai de rétractation. On est bien d'accord. Mais c'est quand même important et c'est votre devoir en fait de l'informer qu'il a le droit à ce délai de rétractation. Et non sans avoir à garder un certain montant de 15% ou de 20% ou de je ne sais trop combien parce que ça ne vous arrange pas. Et vous savez quoi? C'est là qu'on fait le lien avec les CGV parce que c'est tout l'intérêt des CGV. Voilà, comme ça, ça prouve bien que vous avez respecté ce devoir d'information parce que vous avez mis toutes ces informations à disposition au départ de votre client. 10e point, 9e point, je ne sais plus. En tout cas, faites attention au traitement des freelances. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, pour éviter de travailler avec des salariés, choisissent d'utiliser des freelances. Effectivement, c'est une possibilité. Les freelances sont des prestataires de services et donc du coup, ils ne sont pas soumis au droit du travail, ce qui allège énormément toutes les obligations sociales, fiscales, etc. De l'entrepreneur. Et effectivement, ça peut être un choix judicieux. Pour autant, qui dit freelance dit qu'il n'y a pas du coup de lien de subordination avec ses prestataires. Ils peuvent donc s'organiser comme ils le souhaitent. Et non, ils ne sont pas tenus à des réunions pour pouvoir savoir où en est l'avancée du dossier, avec des réunions tous les week-ends ou tous les mardis, tous les vendredis, je ne sais trop quand, à telle heure ou à telle heure. Bref, il n'y a pas de lien de subordination. Et si vous vous faites choper, non seulement il peut y avoir une requalification du contrat en contrat de travail sous la version du CDI, du coup vous pourriez vous faire poursuivre au pénal et par l'URSSAF pour travail dissimulé. Il pourrait y avoir une procédure au prud'homme à votre compte par le prestataire de service. Freelance, ce serait quand même dommage. Bref, soyez bien au point sur les freelances, tout simplement. 10e point, la protection de vos créations au niveau intellectuel avec la propriété intellectuelle. Déposez vos marques, vos brevets, vos droits d'auteur pour protéger vos créations et vos innovations. Cela peut vous aider à empêcher des tiers de copier vos produits ou vos services. Donc en gros, ça vient limiter les cas de concurrence déloyale. Et du coup, ça vient sécuriser votre position sur le marché. Et 11e point, et on en finit, il s'agit du choix de la structure de votre entreprise ou de votre société et les démarches afférentes à ce choix. Si vous avez choisi une société, en fonction du type de structure que vous avez choisi, les règles vont différer. Et les démarches également. Ce serait dommage de vous retrouver dans la panade. Dernier point, le 12e, la vidéo elle est partie au montage et je me suis dit qu'en fait il y avait quand même un élément qui était important de mentionner. Les mentions légales, ça sert à quoi? Ça sert à tout de suite à vous identifier, savoir qui est responsable, comment vous contacter et ça c'est super important pour le consommateur. C'est une obligation légale. Les données personnelles également, sachez que pour le coup elles sont réglementées par le RGPD. Je vous invite à vous renseigner sur ce point, c'est fondamental. Vous avez également le compte bancaire qui est super important pour bien entendu séparer les fonds de votre activité de ceux personnels. Ça évitera les problèmes fiscaux et sociaux avec l'URSSAF. Et puis rien à voir avec le juridique, je vous invite à avoir une vraie vision avec un business plan, des actions concrètes. Là ça n'a rien à voir avec la partie juridique, mais en tant qu'entrepreneur c'est quand même super important. Ça vous permet d'avoir vraiment un objectif et savoir dans quelle direction vous allez. Alors oui, je vous ai fait pas mal de mises en garde, l'idée étant bien entendu surtout de sécuriser vos projets, de sécuriser votre business, surtout qu'il s'agit quand même d'investissement personnel, d'énergie, de temps et d'argent. Il est pour autant inutile de paniquer. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça veut dire que vous êtes bien équipé. Rappelez-vous, qu'en vous lançant, vous avez déjà fait le plus gros et déjà félicitations. Et puis en cas de doute, n'hésitez pas à demander le soutien, l'assistance d'un avocat. Alors bien entendu, il vous invitera à le consulter de manière professionnelle, étant donné que ça fait partie de son domaine d'expertise. Et il s'agira d'un investissement pour vous sécuriser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. C'est un témoignage pour moi de soutien et je vous en remercie par avance. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter. Dans le cadre d'une consultation juridique, bien entendu, je prendrai le temps de vous accompagner pour sécuriser au mieux vos projets. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Excellente continuation. Au revoir.